Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un épisode consacré à la Nazionale. Une Nationale qui reprend du service 2 mois après le fiasco de l'Euro par 2 matchs de Nation League contre la France et Israël. Pour m'accompagner aujourd'hui, 2 camarades qui ont l'habitude de venir sur le podcast. Tout d'abord, bienvenue à toi Théo. Ciao Théo. Ciao Gilbo, ciao a tutti. Et en plus de Théo, on retrouve Paul Vinet qui, lui aussi, comme la nationale, revient après l'Euro. Messieurs, bonjour. Alors les gars, la nationale est de retour, donc je vais tout de suite vous poser une question avant de rentrer dans le commencer à parler des choix de Spalletti, tout ça. Est-ce que vous êtes content de revoir la nationale? Je te laisse l'honneur de démarrer, Paul. Ah, non, moi, pas, tu vois, je trouve ça un peu tôt. On se remet tout, enfin, moi, je me mets tout de suite à peine dans la saison de Serie A, qu'il y a déjà la coupure, donc je me serais bien laissé 2 journées de plus, tu vois, de Serie A, histoire de vraiment bien rentrer encore un peu plus dedans, de profiter avant de repartir sur un national et peut-être des débriefs moins rigolos que la Serie A. Je partage l'avis de Paul, hein. Pas grand-chose d'autre à redire. Content, forcément, parce que voilà, c'est aussi le retour d'opposition et de gros tests pour l'Italie qui doit aussi rapidement se remettre dans ce chemin-là des compétitions européennes. Maintenant, le groupe emmené par Spalletti à l'Euro faisait déjà grincer des dents, mais les quelques molaires qui n'avaient pas été rayés sur cette liste à l'Euro le sont avec cette liste que quand même Spalletti face pour cette Nation League. Donc, ça va être très, très compliqué pour cette nationale-là, avec beaucoup de mystères autour de cette liste dont j'espère on va discuter pendant cette émission. Ouais, voilà, c'est le but. Bon, alors avant de commencer à rentrer dans les choix de Spalletti, on va juste faire un petit récap. Donc, vendredi soir, Parc des Princes, France-Italie. Lundi soir, à Budapest, Israël, Italie. Donc, c'est valable pour la Nation League, un groupe de quatre, où en plus des 3 clubs, des 3 pays déjà cités, il y a aussi la Belgique. On est sur des matchs amicaux améliorés, mais malgré tout, il y a la Coupe du Monde 2026 dans 2 ans et cette Nation League, si on y joue bien et qu'on loupe la phase de qualif, parce que quand même en Italie, il faut qu'on fasse attention, donc qu'on fasse des bonnes choses même en Nation League, elle pourrait permettre de ne pas d'avoir des places directes, mais au moins de participer aux playoffs pour aller à la Coupe du Monde. Donc il y a quand même un intérêt sportif certain. Alors, au niveau des convocations de Spalletti, on va pas faire le tour de la liste complet. Moi, il y a quelques points que je veux voir avec vous. Tout d'abord, on a un retour, et là, je dis que c'est un grand ouf. Sandro Tonali a pu recommencer à jouer. Toi, Paul, revoir un Tonali, c'est quand même important, surtout que je pense qu'il nous a beaucoup manqué à l'Euro. Ouais, 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 bah, pour moi, c'est la bonne nouvelle de cette liste ou la bonne surprise. Voilà, ça peut être un peu les 2. Donc oui, bah, on attendait avant sa suspension qu'il prenne de l'envergure nationale. Il n'avait pas encore su s'imposer. On lui avait pas donné forcément les clés avant de nous quitter un an. Mais ouais, donc c'est un bon retour sur ce milieu de terrain italien qui peut parfois faire défaut. Après, alors, j'en attends pas forcément énormément sur ce retour parce que si, enfin, il y a un réel manque de temps de jeu. Je pense que c'est surtout pour retrouver la vie de groupe et essayer d'insuffler aussi un enthousiasme dans cette nationale. Donc, c'est pas su voilà, c'est une très bonne nouvelle, mais voilà, s'il se rate contre la France ou contre Israël, je ne vais pas lui jeter la pierre forcément. Je l'attends beaucoup plus sur le prochain rassemblement où, normalement, sauf blessure, hein, il aura beaucoup plus de temps de jeu et de la régularité normalement avec Newcastle. Donc voilà, une bonne nouvelle, mais voilà, j'attends rien de foufou non plus sur Tonali. C'est surtout le plaisir de voir son nom sur la liste.
Ouais, non, non, c'est une certitude. Alors, au milieu de terrain, vu qu'on est sur Tonali, donc Barella n'est pas là. Barella s'est fait opérer du nez, donc c'était en accord hein, aussi bien avec le club qu'avec avec la sélection, donc il manque. Du coup, Spalletti n'a pas appelé Cristante et n'a pas appelé Jorginho, qui était là à l'Euro, et il n'a pas appelé non plus Locatelli, qui pourtant fait plutôt un bon début de saison. Toi, Théo, t'en penses quoi du fait que Locatelli ne soit pas dans le groupe? Ah, cette superposition de noms ressemble quand même beaucoup à une opération porte ouverte pour Tonali, qui, même si sur le papier a pas grand-chose à perdre, a surtout dans une situation où il a finalement beaucoup à gagner. Il est l'une des seules certitudes dans cet entrejeu-là. Locatelli aurait pu, je pense, y figurer, puisque quand on regarde les autres noms, Brescianini est récompensé d'un bon début de saison avec l'Atalanta, mais n'a jamais fait figure de titulaire indiscutable dans cette nationale-là. Fagioli Ricci ou Fratesi sont des joueurs qui ont parfois fait bonne impression avec la nationale mais n'ont jamais confirmé. Donc à part ce Lorenzo Pellegrini qui fait peut-être figure de deuxième joueur le plus ancien ou tout du moins important juste derrière Tonali, Locatelli était très proche de ce groupe-là. Euh, il en reste pour moi jamais très loin parce que ça reste l'un des milieux les plus impactants depuis l'Euro 2021. Son absence s'est forcément fait, à mon sens, remarquer en juin et juillet dernier. Donc c'est de nouveau étonnant. Peut-être qu'il y a une distance que Spalletti cherche à mettre avec ce joueur pour le retrouver avec toute sa splendeur d'antan. On sait que dans le projet de Massimiliano Allegri, Paul pourra le confirmer, c'était difficilement le joueur le plus important de ce projet-là. Maintenant, il semble retrouver une confiance assez importante aux côtés de Douglas dans cet entrejeu de la Juve. Et donc, espérons que ça soit aussi synonyme pour lui de retour avec cette nationale. Et là, de un, ça peut que lui faire du bien. Et puis de deux, il faut quand même pas oublier qu'au vu de la liste, encore une fois que Spalletti nous a pondu à quelques jours, ce nom serait très loin de faire tâche, bien au contraire. Ouais, bah, je suis Et tout à fait. j'ai pas suivi les confs en détail de Spalletti, mais est-ce qu'il s'est exprimé sur cette absence ou pas? Moi, j'ai vu la justification de Barella, dont Gilbo parlait il y a quelques minutes, cet accord avec le club, mais Locatelli, pour le coup, non, j'en ai pas entendu parler. Parce que enfin, c'est sûrement un choix de Spalletti. Je sais pas si c'est pour piquer le joueur, parce qu'il y a déjà cette absence à l'Euro qui avait fait un peu parler, même si elle pouvait se comprendre, comme tu l'as dit, Théo, avec le Locatelli version Allegri, qui était pas du tout le Locatelli de l'Euro dernier. Là, oui, quand tu vois un Fratesi qui est toujours cantonné au banc à l'Inter, qui est en super sub au milieu, un Fagioli, bah, qui a son passif qu'on connaît, mais qui a été appelé à l'Euro, tu te dis un peu, c'était un peu un cadeau que lui a fait Spalletti au final, cette convocation. Et là, c'est bon, là, il est titulaire dernier match, mais à choisir au niveau de la forme entre un Locatelli et un Fagioli qui sont dans le même club, au même poste, bah, sur le début de saison, en tout cas sur les 3 premiers matchs, Locatelli en club a une longueur d'avance. Donc, enfin, j'aimerais entendre Spalletti sur ce choix. Savoir Selon vraiment Calcio Mercato, je viens de vérifier visiblement ce qui aurait pêché dans la convocation de Locatelli, c'est son style de jeu trop codifié et reconnaissable, à contrario d'un Fagioli ou d'un Ricci qui ont une possibilité de changer complètement le jeu. Maintenant, il dit que pour le coup, Locatelli fait encore partie de ce groupe élargi qui peut intégrer la nationale. Ça ressemble beaucoup à une analyse du jeu de Locatelli soit Allegri quand même, mais ça se comprend. D'un certain côté aussi, il a plongé avec. Je suis déçu de ne pas avoir une liste de 40 noms à la Mancini. Ça me manque. Est-ce qu'on battra la polyvalence de ce coach-là, avoir testé, je pense, toute l'Italie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que Spalletti gaspille moins de papier, ça c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Alors, par contre, avant de passer sur les défenseurs et les attaquants, Spalletti, en conf de presse aujourd'hui, il a été clair, net. Il a dit, ça y est, dorénavant, ce sera soit 3-5-2, soit 3-4-2-1. Bah, Théo, je vais te poser la question à toi pour commencer. Est-ce qu'il n'aurait pas dû déjà faire ça dès l'Euro? Parce qu'à l'Euro, bah, on en a parlé pendant des heures et des heures, qu'il a hésité entre la défense à 3 et à 4. Il n'avait pas pris de décision. Là, il prend une décision ferme. C'était pas un choix étonnant, à mon sens, que de le voir hésiter à l'Euro. Déjà en mars dernier, sur les matchs de préparation, quand il était parti faire sa tournée en Amérique latine, il n'arrivait pas à faire tenir ce dispositif-là plus de 45 minutes. Forcément, dans le message, dans la confiance qu'on envoie au groupe d'un dispositif en disant si tout se passe bien, on le laisse, mais si ça se passe un petit peu moins bien à un moment donné de la rencontre, on revient au basique. Je pense que la confiance, même pour les joueurs, d'évoluer dans un tel dispositif, elle ne marche pas.
Et pourtant, on en avait parlé à juste titre dans cette émission parce que la liste que Spalletti avait emmenée à l'Euro laissait tout à penser qu'on allait voir ce système-là à trois défenseurs, tant dans le nombre absolument impressionnant de défenseurs centraux qu'il y avait dans la liste, que dans le fait qu'il y avait des pistons et des doublures quasiment assurées à tous les postes et même comblées avec la blessure du Dogier. Ça n'avait pas été le cas. Il était très vite revenu à ses fondamentaux. Ça me semble une bonne chose. C'est une tournure. Alors après, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça, je pense que le temps est le seul élément de réponse viable. En revanche, au vu des qualités intrinsèques et des profils dont dispose Spalletti actuellement, ne pas exploiter la génération de pistons qui est en train d'éclore du côté de l'Italie, soit avec un peu plus d'expérience comme Di Marco, soit avec un peu plus de jeunesse comme Bellanova, aurait été une grande erreur. L'Italie a toujours su grandir et se baser autour de profils de joueurs particuliers. Ça semble une nouvelle fois être le cas avec cette liste. Il faut que le choix soit assumé jusqu'au bout maintenant. Le pire, à mon sens, serait de voir un changement brutal de dispositif après le premier match de Nation League, ce qui serait, à mon sens, un nouveau signe de manque de confiance envers le groupe. Et c'est déjà ce qu'on avait vu en mars qui m'avait un peu fait tilter de ne pas être capable de tenir ce dispositif-là plus de 45 minutes finalement. Et pour le coup, il n'a pas pris un groupe pour passer à 4. Enfin, je ne vois pas offensivement, je vois pas comment tu peux mettre des ailiers là, Ah, à part ça, Zakani. déjà mettre un joueur dans l'axe, c'est compliqué. Alors mettre des ailiers, ça va Ouais, être très dur. ouais. Non, Après, ouais. il faut voir aussi ta défense à 3, elle repose aussi sur l'état d'un Bastoni, donc il y a ça aussi à surveiller. C'est quand même pas la même, je pense, avec et sans Bastoni au niveau de l'importance qu'il a pris. Ouais, non, c'est vrai parce que Bastoni donc eu un petit pépin musculaire C'est vrai, oui. contre l'Atalanta et donc il est monitoré, il est surveillé. Donc au niveau de la défense, donc en effet, tu as une liste pour jouer à 3. Donc là quand même, il a tellement été direct dans ses dires en conf de presse que je pense qu'il ne reviendra pas dessus. Donc ça déjà, je pense que c'est bien pour les joueurs d'avoir un axe et une direction à suivre, qu'elle soit Ouais. bonne ou pas, mais en tout cas, ils savent où ils vont. En défense, donc bon, c'est assez classique par rapport à ce qu'il a convoqué dernièrement. Il y a un petit nouveau quand même, et c'est Caleb Okoli qui, l'année dernière, a fait une belle saison du côté de Frosinone, qui là est parti en première ligue à Leicester. Mais bon, il a joué qu'un match sur 3, donc on ne peut pas dire que ce soit un titulaire inamovible en Angleterre. Toi, Paul, de voir des noms comme ça qui arrivent, c'est plus pour leur faire un petit peu découvrir l'équipe première de l'Italie, parce que Collis a été quand même une pièce maîtresse des U21, ou tu penses que c'est quelqu'un qui a une chance de prendre sa place à un moment donné? Alors sur ce rassemblement, je pense que c'est surtout, comme tu l'as dit en premier, pour, voilà, pour voir un peu, parce qu'il a déjà été appelé, non? Mais sans être rentré. Je crois qu'il y a ça, Il a déjà sur dû un faire quelques rassemblement. rassemblements quand il a fait les rassemblements avec les jeunes joueurs. Ouais. Et donc, non, non, c'est une bonne chose bah, parce que c'est un jeune joueur, donc forcément, logiquement, le futur va s'écrire ou peut s'écrire avec lui. Donc, le faire goûter à ça dès maintenant, c'est forcément une bonne chose. Après, oui, je pense pas qu'on le verra, sauf si tu as des pépins physiques, un Bastoni avec un autre joueur également. Voilà, la défense à 3 pour moi, Okoli est la dernière roue du carrosse. Donc, il entrera que si tu es obligé de le faire jouer. Donc, non, non, mais je trouve ça très bien, comme le retour d'un Gatti, qui avait bon, pas fait tilter à l'Euro, mais voilà, qui avait aussi interpellé comme à Locatelli, de te dire un Gatti qui avait une saison assez pleine avec la Juve qui n'était pas là, bah là le voir dedans, moi je suis plutôt content. Et puis quand voilà, avec le match qu'il a fait contre la Roma, qui était très satisfaisant sur l'homme, avec un sacré morceau en face, voilà, je trouve que c'est pas mal de l'avoir. D'avoir un type de joueur comme ça, d'avoir à côté un Calafiori aussi qui est, bah, un autre profil totalement, pour le ballon. En fait, tu as un peu de tout en fait dans cette, défense centrale, donc non, je trouve ça pas mal et puis, surtout, bah, tu vas pas avoir que des gauchers. Ça va nous changer de Ouais, non, l'Euro. non, c'est sûr. Gatti, finalement, à l'Euro, il y était, mais il l'avait réintégré à la toute dernière minute avec la Oui, c'est blessure ça. d'Acerbi, hein, voilà, hein. Mais bon, on va dire, il n'a pas vraiment été Voilà, utilisé. liste de départ. Donc bon, au niveau de la défense, je pense on n'a pas trop à s'inquiéter. Il y a le retour d'Udogie aussi, qui est plutôt sympa, qui fait un très bon début de saison lui aussi du côté de Tottenham. Mais bon, on retrouve Di Marco aussi. Donc finalement, manque de peau, Ouais. Bah, on a là, c'est deux. une bonne chose, c'est qu'en fait, alors si par malheur Di Marco se blesse ou si par malheur, enfin, je sais pas, Cambiaso se blesse, Belanova, je sais pas qui mettrait, voilà, c'est que le backup est plutôt, tu sais qu'il peut répondre présent. Ouais, il est Donc solide, il en y a cette effet. satisfaction-là. On est d'accord. Alors, en défense toujours, juste comme ça, hein, donc un Darmian,
Acerbi et surtout Mancini de la Roma n'ont pas été appelés. Donc ça aussi, c'est des choix forts. Théo, il y a des voix qui circulent à Rome ou qui disent que Spalletti a voulu flinguer la partie romaniste du groupe. Alors, est-ce qu'il y avait eu des histoires à l'Euro? On ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a que Pellegrini là maintenant qui est encore dedans. Au vu de ce que Cristante et Mancini ont proposé sur leur histoire récente avec la nationale, et c'est très loin d'être scandaleux, ça me paraît même relativement justifié. Maintenant, une chose est sûre, l'ossature de cette défense centrale-là a besoin de stabilité autour de Bastoni. Paul le soulignait très justement, et Scalvini a malheureusement la santé trop fragile, même si en termes de qualité intrinsèque, il mériterait d'être le deuxième joueur. Donc, ça laisse quand même tout un monde de joueurs et de défenseurs qui peuvent graviter autour du capitaine défensif de l'Inter, d'où l'apparition d'Ocoli dans ce groupe. Euh, Moi, j'aimerais aussi voir un Di Lorenzo un cran plus bas. Je pense que il paraissait déjà en difficulté défensivement dans une défense à 4 sur un côté. S'il y a une reconversion ou une tentative de laisser un cadre dans cet effectif-là de l'Italie édition 2024-2025, c'est bien en défense centrale. Il me paraîtrait dépassé par rapport à un Bellanova sur un poste de piston droit. Donc, il y a quelques choix qui s'articulent autour et qui remplacent très logiquement les Romains. Cristante, qui a jamais été transcendant avec cette nationale-là, je vois pas la percussion ou la capacité qu'il aura à casser des lignes dans un 3-4-2-1 s'il y a déjà un bloc défensif avec une qualité de relance juste derrière. Ce serait mettre un nom pour mettre un nom, comme l'Italie l'a bien trop fait ces dernières années. Donc, il n'y a pas non plus une prise de risque transcendante dans cette liste de Spalletti au milieu de terrain, contrairement à l'Euro où on avait, par exemple, retrouvé un Foloruncho, à l'époque un Samuel Erici qui avait pas forcément été étincelant avec le Torino. Là, on retente encore d'autres choses avec Breccianini cette fois-ci. La finalité est toujours la même, c'est trouver un ou deux remplaçants autour de Barella et Tonali, maintenant qu'on va jouer à deux, voire trois milieux de terrain grand maximum. Et dans cette configuration-là, les Romanistas n'ont pas leur place. Et si j'étais même un peu tatillon, je dirais que c'est une petite chance pour Pellegrini d'être encore dans ce groupe. Ouais, non, non, c'est sûr. Et oui, quand tu parlais de Di Lorenzo, Conte, c'est une expérimentation qu'il fait là en cette début de saison de mettre Di Lorenzo, comme on dit en Italie, braccetto à droite et ça marche même plutôt Et bien vu qu'il a même c'est sa marqué un grande but, quoi. chance, hein. C'est sa chance, Di Lorenzo, parce que tu as beaucoup de gauchers dans cette défense. Mm. Et lui, le fait d'être droitier, bah ça lui. Voilà, le axe droit de cette défense à 3, ça peut être du pain béni pour lui, hein. Ouais, non, non, tout à fait. Moi, je suis d'accord et puis je pense qu'il a les capacités pour s'adapter et qu'il peut faire sa fin de carrière à ce poste-là. Dans l'axe, hein. Ouais, voilà. Moi, je prends la défense à 3 dans l'axe. Je pense que ça peut devenir vraiment sa position. En attaque, donc, il n'y a que 4 noms. Il n'y a que 4 noms et c'est vrai que quand on voit, bah, ça fait mal hein, quand on pense que fut une époque où on avait Del Piero, Totti, Inzaghi, Toni et Gilardino, hein, pour ne parler que de la Coupe du Monde 2006, je vois Théo déjà qui grince. Et ben là, on y va avec Retegui, avec Raspadori, avec Zacagne et puis avec Moïse Kean. Alors, ma première question, je la pose à Paul en tant que Juventino, même s'il n'est plus à la Juve. Moïse Kean, t'y crois ou tu penses qu'il va continuer de flopper éternel, Bah, un Balotelli bis en fait, en quelque sorte? c'est quoi? Moi, son début de saison me plaît pas mal et j'ai envie d'y croire tant qu'il se blesse pas. Ce type de joueur qui enchaîne les matchs, je pense que ça peut avoir. Combien de buts? Allez, je peux te dire 15 buts, toutes compètes confondues cette année. Je serais très content, vu d'où il ressort aujourd'hui, hein. Une saison au placard avec la Juve, des blessures à gogo. Donc là, je suis plutôt content de son début de saison avec la Fiorentina. Et voilà, Moiskin, on sait, voilà, t'es le Balotelli jeune. Voilà, c'est un peu ce délire-là, en moins talentueux sûrement. Et Qui, quelques voilà, bêtises en moins quand même. Faut admettre que ouais, voilà, il beaucoup, fait pas beaucoup de de bêtises, bêtises, oui, oui. Keane, hein, voilà. Ouais. Donc, non, non, j'ai envie d'y croire. Bah, Hawkins, qui reste un très bon joueur, hein. C'est juste qu'il a jamais su enchaîner, il a jamais su enchaîner les matchs à la Juve. Il a jamais eu de la confiance à 100% d'un coach. Le fait d'être parti à la Fiorentina, on va dire un club moins huppé actuellement, où ta place de titulaire quasi assurée si tu réponds présent. Voilà, c'est du pain béni pour lui aujourd'hui de pouvoir se relancer comme ça pas dans un club en plus qui joue d'Europe et qui joue une possible qualif en Coupe d'Europe en championnat. Donc et j'ai envie d'y croire et pour l'instant son début de saison me plaît. Donc à voir voilà, si
Bah, s'il va réussir à se mettre au même niveau, ouais, avec la même efficacité en club qu'avec la Nationale, et ça, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le coup. Ouais, non, à voir. Toi, Théo, du coup, là, quand on voit les quatre noms qui sont sur la liste, sachant que Zaccagni, c'est pas vraiment un attaquant, que quand il était à Vérone, il jouait des fois dans une position de deuxième attaquant ou de milieu offensif. Mais finalement, notre homme fort en attaque, très clairement, sur ce début de saison, c'est Retegui. C'est Retegui, et puis c'est surtout une liste qui amène à penser qu'il y aura un attaquant qui sera accompagné par deux milieux de terrain offensifs. Donc ça va se jouer entre Keane et Retegui, et qui, à mon sens, seront entourés de Raspadori et Zaccagni. L'avantage, c'est que dans les deux cas, les numéros 9 que se prend Spalletti sont des joueurs qui sont habitués à être entourés, offensivement parlant. Keane est dans cette configuration-là, puisque la Fio s'est adapté cette saison. Et puis Retegui, pour le coup, ça change pas de l'Atalanta, même avec le départ de Koop Miners, de rapprocher au maximum des profils de milieu de terrain pour graviter autour du numéro 9. C'est peut-être l'un des choix les plus cohérents que de réduire cette liste d'attaquants. Alors forcément, en termes de nombre, on perd un peu au change, et notamment en cas de blessure, mais ça évite de replonger dans ces souvenirs de Stéphane Achaoui à l'Euro, de prendre une sensation Orsolini qui malheureusement ne reprend pas vie sur ce début de saison-là avec Bologne. Enfin, même si Bologne, c'est un peu plus large que Ricardo Orsolini le problème. Et puis, il faut quand même pas oublier que l'absence de Scamacca va se faire ressentir tout au long de la saison, et que sa blessure assez grave au genou fait qu'on ne le reverra pas avant un bon bout de temps. Donc c'est une liste cohérente qui, je pense, laissait aussi très peu de doute au fait que cette attaque-là allait se jouer à un attaquant, un pur neuf, et puis des milieux de terrain offensifs pour graviter autour. C'est cohérent, et je pense que Retegui partira devant effectivement Moiskin. Je rajouterais comme Paul que moi aussi j'ai envie de croire encore en cet attaquant, ne serait-ce que pour les 6 mois exceptionnels qu'il avait proposé au Paris Saint-Germain, et pour la belle découverte qu'on avait tous fait, je pense, toutes et tous fait en admirateur de la Serie A à l'Hellas Vérone, qui avait promis à plein de belles choses derrière. J'espère que ça le relancera, qui n'a l'air quand même de rentrer dans cette catégorie des joueurs humains, avec donc leurs failles et leur réussite. Et j'espère que la FIO sera ce cocon qui lui permettra de se relancer, parce que il n'a que 24 ans, et ça me semble important de le rappeler. Ouais, non, c'est possible qu'il soit à explosion tardive, comme beaucoup de joueurs italiens d'ailleurs. Moi, il y avait un nom, et je voudrais votre avis. Je vais d'abord demander à Paul, pareil, en tant que Juventino, même si maintenant il joue plus à la Juve. Il y a un absent de marque dans ce groupe. Alors, il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun problème, hein. Spalletti l'a appelé avant le rassemblement pour lui dire qu'il ne l'appellerait pas. Mais donc, Chiesa n'y est pas. Paul, est-ce que ça te surprend, ou est-ce que c'est normal au vu de la préparation tronquée qu'il a eue et de son départ tardif à Liverpool? Non, non, ça me surprend pas du tout. Le voir dans la liste m'aurait surpris. Quand tu vois l'été qu'il a passé, il a zéro entraînement avec le groupe, donc niveau du rythme, à mon avis, il doit être totalement largué par rapport aux copains qui sont sur le terrain. Donc non, ça me surprend pas. Et j'ai limite envie de te dire, quand je vois normalement la défense à 3, enfin le 3-5-2 ou le 3-4-2-1, c'est pas plus mal qu'il soit pas là. Enfin, ça m'aurait fait encore plus mal de le voir à un poste qui n'est pas le sien. Donc non, non, là, sur ce rassemblement, ça me gêne pas. Après, j'ai juste peur pour la suite. Enfin, la question va se poser s'il est dans la liste, hein, au prochain rassemblement. Qu'est-ce que tu fais de Chiesa dans un système comme ça? C'est comme était le débat du temps de la Juve d'Allegri. Donc Il n'a pas une marge je, d'adaptation en deuxième attaquant? bah, il l'a fait, il l'a fait forcer, contrat forcé par Allegri l'an dernier, et ça a donné du bon sur quelques matchs parce que quand Chiesa qui a de l'espace, c'est beaucoup plus simple. Donc, quand tu as un genre en transition, il se régalait. C'est juste que en, en phase plus arrêtée, petit espace, c'est un peu plus limité et c'est pas son jeu. Donc, malheureusement, tout dépend le plan de jeu de Spalletti, de savoir si tu es plus dans un jeu de transition, si tu es dans essayer de conserver ce ballon-là. Donc, voilà. Après, de toute façon, il sera forcé de le prendre si Chiesa retrouve une forme et retrouve de la régularité à Liverpool, hein. C'est juste que je ne sais pas du tout dans quelle disposition tu peux le mettre pour qu'il soit le plus performant possible. Ou si, voilà, est-ce que tu en fais un titulaire ou tu en fais un super sub pour t'adapter tactiquement en cours de match si t'es mené de mettre un ailier au dernier moment.
Ouais, bah on verra. En tout cas, il fait partie là, de cette catégorie de joueurs, un peu comme Orsolini, comme tu as dit tout à l'heure, et puis même Zakani, même s'il est dans la liste, qui eux vont pâtir un petit peu du 3-5-2. Après, Donc on il verra y a hein, ce quelque que ça. chose d'intéressant dans son groupe, là où tu as l'impression que Spalletti a subi durant l'Euro, c'est que là, il a vraiment fait le choix tactique en fonction de ses joueurs, tu as l'impression. Il a vraiment mis, bah, bon, on les a pas encore placés exactement sur le terrain, mais bah, tu te dis, tu as des bons pistons, tu vas jouer avec des pistons, tu as beaucoup de joueurs qui jouent dans une défense à 3 en Serie A, et bah, là, tu vas jouer dans la défense à 3 avec ces joueurs-là. Offensivement, bah, comme l'a dit Théo, tu as, un Keane, tu as un Retegui qui joue en club avec du monde autour. Bah, logiquement, tu vas jouer avec soit un deuxième attaquant, soit avec deux offensifs derrière l'attaquant. Donc là, tu as l'impression qu'il a enfin compris s'il était sélectionneur. Et en fait, l'ère Spalletti, pour moi, débute maintenant. Avant, c'était des préliminaires de Spalletti, je sais pas, le temps qu'il se rende compte que bah, qu'il endosse en fait la différence entre un costume de coach, d'entraîneur et un costume de sélectionneur. Là, tu as l'impression qu'il y a une prise de conscience de sa part. Et voilà, l'ère Spalletti, pour moi, débute bah, sur ce rassemblement de septembre 2024. Le plus criant sur cette liste-là, un peu pas flottante, mais en dilettante, comme tu évoquais, Paul, reste pour moi le milieu de terrain de l'Euro, où on a cherché à remplacer Verratti et Barella, Verratti et Tonali, pardon, sans jamais réussir à le faire. Et donc, il y a eu toute une superposition de profils qui avait aucune complémentarité les uns des autres. Et c'est ce qu'avait donné ce marasme collectif de l'Euro. Ouais, non, non, très clairement. Donc là, c'est vrai que moi, je pense aussi que Spalletti a pris conscience qu'il est devenu sélectionneur et il a appris. Hein, et le fait qu'il soit resté en place, je pense qu'on devrait quand même voir du mieux. Alors, les deux adversaires, très brièvement, hein, c'est juste histoire de placer quelques stats comme ça. France-Italie vendredi. Donc, la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était en 2018, juste avant la Coupe du Monde, avec une Italie qui était détruite de ne pas participer à la Coupe du Monde et qui a servi de sparring partner au futur champion du monde. Moi, je vais juste vous poser une question comme ça, voir si. Mais je ne sais pas si vous allez avoir la réponse. Vous savez de quand est-ce que l'Italie a gagné pour la dernière fois contre la France sur le sol français? Ah, Sol sur le sol français. français, non. Sinon, j'allais te parler de la demande en mariage de Domenech, Euh, Ouais, voilà. mais La dernière le, victoire de l'Italie contre la France, en effet, c'est mais l'Euro 2008 sur le sol 2-0. français. Non, c'est très, très compliqué. J'étais né? Oh là Ah, oh là, non, pas du tout, c'est pas au mais moi 21e, non plus. j'allais Hein. dire c'est pas au 21e siècle, là. Ah, t'étais, waouh, Non, non, ça date, hein, ça date. C'est pour ça que je vous la pose. je sais pas, avant, je sais pas, 1940, 1950. Ouais, c'était en 1954 en match amical. C'est la dernière fois que l'Italie a gagné en Waouh, France. Et l'équipe de France jouait encore à Colombes, à Yves du Manoir à l'époque. Hein. Donc, ok. l'Italie avait gagné. 70 ans, Et d'accord. depuis, en 7 matchs, l'Italie n'a jamais gagné contre la France sur le sol français. Donc là, ça va être très certainement tout sauf une partie de plaisir pour la nationale et contre un adversaire qui est solide et rodé. Et en contrepartie, contre Israël, l'Italie ne l'a pas beaucoup affronté, mais pour l'instant, la nationale est invaincue avec 4 victoires et un match nul. C'était à la Coupe du Monde 70. Donc, sincèrement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nationale et qu'est-ce qu'elle doit faire, on va dire, pour se relancer après un fiasco aussi énorme que celui de l'Euro? Tu veux y aller, Paul, ou j'y vais? Vas-y, vas-y, vas-y. La configuration des matchs laisse malheureusement peu de marge à Spalletti. Il n'y a pas cette rampe de lancement que pourrait servir un match dans le type Italie-Israël qui permet ensuite de confirmer face à la France. C'est l'inverse. Donc, je pense que ça se reflète aussi avec le groupe de Spalletti. Il y a eu très peu de choix, on va dire, vers l'avenir, si ce n'est au collier dont on a parlé il y a quelques minutes. Va falloir tout de suite rentrer dedans. Je pense que la France est à l'image des adversaires, des têtes de série et des gros adversaires auxquels l'Italie devra se mesurer pour aller disputer cette Coupe du Monde en 2026. Donc, c'est un très bon test. Et puis, pour ce qui est de ce match face à Israël, ça permettra, soit dans le cas où le match face à l'Italie aura été convaincant de garder une partie des 11 joueurs encore ont disputé ce match face au Parc des Princes, ou soit dans une autre configuration de faire un petit peu remuer les performances et les positions dans la hiérarchie de ce 11 de la nationale, et auquel cas la rencontre face à la France au Parc des Princes serait un débâcle. Je pense que c'est les deux scénarios les plus probables. Oui, moi, bah, le France-Italie, je peux que être surpris.
j'attends rien, enfin rien, forcément rien, mais voilà, je m'attends pas à une grande Italie, je m'attends pas à voir la patte Spalletti sur ce match-là. Voilà, pour ça, je peux que être surpris par des joueurs qui surperforment sur ce match-là. C'est surtout le match d'Israël où j'attends. Bon, en fait, une défaite ferait grincer les dents, beaucoup plus grincer les dents que face à la France où tu t'attends à une défaite au départ. Donc pour moi, le test, c'est surtout face à Israël où tu attends une nationale qui impose son jeu, qui impose sa patte, où tu ressens la patte Spalletti tout simplement. Et ce match-là, en fait, devra te servir de lancement pour l'ère Spalletti. C'est ce match-là pour moi qui va le plus compter. Après, t'en parlais au début du podcast, c'est que la Nation League, moi, j'en attends pas grand-chose non plus. Alors, elle te permet en allant au bout de te qualifier pour les playoffs si tu te rates sur la phase de qualif. Mais le problème de l'Italie, c'est pas se qualifier en playoff. Tu te qualifies en playoff. Le problème, c'est les playoffs. Donc, voilà, donc j'attends pas. Voilà, on va On dire, n'a pas je encore le groupe de remettrai si barrage pour l'Italie. ce mondial, hein, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. Pas Oui, donc encore. oui, Donc, à je part. me remettrai d'un échec de la nationalité dans cette compétition. C'est surtout là où j'attends, c'est un plan de jeu clair et précis. Ce qu'on attendait sur l'Euro, qu'on n'a jamais eu. Là, je veux, en fait, si on se refait un truc dans 10 jours après rassemblement, qu'on puisse se dire, là, on a vu un truc, on a vu une patte Spalletti, on sait, voilà, son jeu, ça va être là-dessus. Il y a un truc. Et c'est surtout ça que j'attends avant même le résultat. Forcément, deux défaites, ça ferait grincer des dents. Mais ouais, j'attends, ouais, c'est surtout Israël où j'ai beaucoup plus d'espoir. On va Tout dire en que sachant que le dénouement de ce groupe-là de la Nation League sera déjà grandement avancé en novembre prochain, après les deux prochaines trêves, puisque l'Italie va jouer en septembre, en octobre et en novembre, et donc disputer ses matchs aller-retour en Nation League. Donc ça pourrait aussi déjà, par rapport à cet état d'esprit de barrage dont tu parles très justement, Paul, parce que un peu comme d'autres grands clubs européens, l'ennemi le plus fatal de l'Italie dans ces moments-là, c'est souvent elle-même. Une bonne place ou un bon positionnement ou tout simplement des matchs remarquables face à la France et la Belgique dans ce groupe-là et logiquement Israël pourrait permettre aussi à cette Italie d'être en confiance pour démarrer des campagnes de qualification pour des compétitions internationales qui sont souvent très longues, très sinueuses et avec souvent des déplacements jamais faciles à aborder. oui, en Non. fait, enfin, cette Nation League, pour moi, elle doit servir de test, de phase de test tactique et bon, de joueurs pour être au premier match de ta phase de qualif pour dire c'est bon, là, mon groupe, il est rodé, on doit arriver, c'est victoire directe, peu importe l'adversaire. Là, on entre dans une compétition. Et en fait, tu as préparé cette compétition avec la Nation League, même si tu dois te viander lamentablement dans la Nation League. Ouais, moi je pense que ce que j'espère sincèrement, moi à titre perso, c'est vraiment de revoir une nationale et qui joue avec de l'envie, on va dire, pas ces joueurs qui sont complètement hagards sur le terrain comme contre la Suisse, qu'ils y aillent. Tant pis s'il y a des fêtes contre la France, mais au moins revenir et remontrer que l'Italie quand même compte sur la scène internationale et prendre de la confiance et se dire bah voilà, on n'a pas peur, on y va et qu'on arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde derrière. Je pense que l'objectif il est là. J'ai donc pour clore comme d'hab, hein, je vais vous demander un petit pronostic. Allez, on se mouille. Chacun votre tour. Donnez-moi vos deux résultats pour les matchs de l'Italie. Vas-y, Théo, pour commencer. Je tiens à rappeler une nouvelle fois pour celles et Je ceux qui sais. nous écoutent que cette malédiction de chat noir me suit et que peu importe ce que je prédis pour un joueur, une joueuse, un résultat ou une équipe, l'exact inverse se produit. Donc je vais dire assez humblement, de partout entre la France et l'Italie, je dirais 2-0 pour Italie-Israël. Et ben écoute, je vais aller sur un 2-0 français au parc. Et on va aller sur une Italie revigorée pour le match en Hongrie avec une belle victoire 3-1, avec un doublé de Retegui, le bomber qui s'installe. Ça s'entend. Ça s'entend, ça Avec, s'entend. Ça me rappelle cette une de la Gazzetta quand l'Italie en avait collé 4 ou 5 à la Lituanie et qu'on avait imaginé tout un nouveau visage avec Moiskin notamment sur le fond de Ça, cette attaque. Je crois qu'il c'est était déjà question de Raspadori à l'époque. la spéciale Gazzetta, ça, hein. Le La 11 spéciale. là, ils vont nous faire le 11 pour le prochain mondial déjà. L'enflammade tout en demi-mesure.
Et ouais, mais faut vendre les journaux. Je vous donne vite fait mes pronos aussi. Allez, contre la France, l'Italie, je pense elle va faire un match honorable. Elle va quand même montrer qu'elle existe. Mais par contre, je vois des petites défaites de buts à 1. Et puis, comme Paul, je pense que contre Israël, on va se reprendre et prendre 3 points, une petite victoire 2-0. Donc, on verra Écoute, je me note ça parce ce que que ça donne. tu avais été plutôt bon, je crois, sur l'Euro. Tu avais eu des petits scores intéressants, donc je me note ça. Voilà. Bon, on verra. Après, j'espère que l'Italie elle réussira un petit coup au Parc des Princes. D'ailleurs, normalement, on y sera tous les trois, donc ça, on espérera avoir quand même un beau match dans l'ensemble. Bah, écoutez, les gars, je vous remercie de m'avoir accompagné sur ce podcast pour la nationale et je remercie aussi tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti. Allez. Ciao à toutes.